Bonjour à tous et à toutes, vous l'avez lu aujourd'hui dans le titre, avant que ne se poursuive l'attaque sur le fort de Noiracier, une vidéo un peu spéciale dans laquelle je vous propose de vous expliciter davantage des points de règle liés au combat entre autres, mais aussi vous expliquer plus en détail les pouvoirs dont dispose chaque personnage joueur ainsi que leurs compétences. Tout ceci afin de pouvoir vous permettre une immersion plus agréable et une lecture plus facile de nos aventures. Avant qu'on se lance, j'aimerais remercier du fond du cœur les plus de 100 abonnés que vous êtes maintenant à suivre la chaîne, les plus de 100 followers que vous êtes à nous suivre sur Instagram, c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage donc à nous rejoindre, à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager et aussi activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains épisodes notamment. Et puis on est parti. On commence par Alux. Le personnage d'Alux est un jeune homme qui connaît les rudiments de la magie du feu et du métier d'enchanteur. En ce sens, tous ses tests de sortilège s'accompagnent d'un bonus de 5 lorsqu'il lance un sort de feu, ce qui signifie qu'il doit faire en dessous de 82 pour réussir l'incantation de son sort. L'utilisation d'un sortilège ou d'une technique consomme de l'énergie spirituelle, des points d'esprit. Mais Alux possède depuis l'épisode 7 une relique réduisant le coût de points d'esprit et augmentant les dégâts de tous ses sortilèges de feu. Le trait de feu, un projectile de flamme à longue distance ou les nuées ardentes, une importante quantité de feu volatile propulsée devant lui, sont des sortilèges donc de feu, respectivement sur une cible unique ou dans une zone droit devant lui donc, infligent des dégâts de brûlure qui ne peuvent pas être contrés par des armures conventionnelles. Le sortilège de courage que vous avez déjà pu voir à l'œuvre dans l'épisode de la fille du feu, augmente les statistiques défensives du personnage ciblé. Et enfin viennent les sortilèges au travers de la pierre et contre-sorts que Alux n'a pas encore utilisé pour l'instant. Le premier lui permet de traverser un mur, tandis que le second lui permet d'annuler l'incantation d'un sort qui se produit dans son champ de vision au prix d'une gemme d'un élément correspondant. Ouais, les règles relatives aux gemmes magiques sont assez compliquées, on les a à peine survolées lors de l'affrontement contre la nymphe Lydia. J'y reviendrai en fin de vidéo, restez avec nous. Second personnage, Yago. Cet elfe est un semi-élémentaire d'ombre, il tient cette nature de sa mère, élémentaire des ténèbres. Ce métissage lui confère une plus grande longévité que ses alliés, la possibilité de voir dans le noir comme en plein jour s'il le souhaite, et lui permet d'utiliser l'énergie spirituelle des autres personnages à condition qu'il les touche. Mais il y a un gros revers à la médaille, toute magie de lumière employée à son encontre lui fera du mal physiquement et mentalement. En outre, sa condition de semi-élémentaire d'ombre lui accorde un bonus de 10 à ses tests de sortilège pour recourir à la magie de l'ombre. Pour le moment, il connaît 3 sorts, la vrille noire, un projectile éthéré noir à longue portée qui réduit au silence la cible touchée pour une courte durée. Réduit au silence, cela signifie que la cible ne peut plus produire le moindre son et donc ne peut plus incanter, car il y a des formules à réciter, en réalité des prières aux dieux correspondants, pour que un sortilège puisse exister. En second, l'orbe de haine, une sphère d'énergie ténébreuse qui parasite l'esprit de la cible et la pousse à s'en prendre à son allié le plus proche. Enfin, la lame spectrale, talent acquis lors du passage au niveau 2, Yago invoque une lame depuis son poignet qui peut techniquement traverser n'importe quelle matière. Cette lame inflige de lourds dégâts et disparaît en revanche si jamais Yago venait à être blessé. Coût en points d'esprit de chacun de ses sorts, 2, 3 et 4. Yago maîtrise aussi certaines techniques qu'il a acquises en tant que maraudeur du cartel de Noiracier. A l'aide du lancer sûr, sa cible sera touchée à coup sûr par ses armes de jet, à condition que cette dernière ne l'ait pas repérée. Et il est aussi capable de focaliser sa hargne pour créer une faux ténébreuse, infligeant immédiatement des blessures physiques à tout ce qui se trouve autour de lui. La hargne, c'est une ressource spéciale exprimée par la jauge orange lors de parties. Vous savez quoi? C'est un deuxième point qu'il va falloir qu'on aborde en fin de vidéo, restez avec nous jusqu'au bout. En troisième, Runa. Cette Mogustein, peuple originaire du continent du Nord sur lequel les joueurs ne sont pas encore allés, est une guerrière. Même si elles ne sont pas magiques, ses techniques de combat requièrent de la concentration et consomment donc des points d'esprit. Sa première technique lui permet de durcir son épiderme afin d'augmenter son armure générale. La seconde est une attaque frontale et brutale, lui permettant d'achever une cible au sol ou d'augmenter ses chances d'infliger une blessure très sérieuse à une cible humanoïde. La dernière est une attaque avec une arme à deux mains, de bas en haut, qui a pour but de toucher le menton de la cible. Zone souvent très mal protégée par les armures conventionnelles et rarement anticipable par les combattants qui ne s'attendent généralement pas à une attaque de grande amplitude venant du bas. Depuis le passage au niveau 2, Runa peut aussi exécuter le moineau gris. Alors ça, c'est plus compliqué, parce que ça dépend d'un troisième truc qu'on évoquera lorsqu'on parlera des ressources spéciales de chaque personnage, ça dépend de la posture de Runa. Nouveau personnage joueur, ceux qui ont vu nos lives le savent, mais Valère, le capitaine Valère, sera à présent incarné par un nouveau joueur à partir de l'épisode 11, Mr. Esbar, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Cet humain est capitaine de la garde, ce qui lui donne le commandement des troupes qui sont parties avec eux, mais il est aussi et surtout paladin de Ramia, déesse de la lumière, de l'ordre, du jour et de la musique. Il sait donc faire quelques notes à l'accordéon et à la mandoline, oui, mais plus important, il maîtrise quelques sorts de lumière de base, comme une salve de lumière infligeant une brûlure et un éblouissement à sa cible, ou une invocation de lumière salvatrice qui permet de refermer les plaies de la cible très rapidement. En tant que paladin, il peut aussi recourir à des techniques martiales
combinant prouesse physique et magique, gourmand en points d'esprit. Foudre-pique imprègne une lance, spécifiquement une lance d'énergie lumineuse, lui conférant une très grande vitesse et la capacité de percer les armures. La charge de l'inquisiteur, elle, lui permet de parcourir très vite une grande distance, guidée par son bouclier qu'il brandit donc en avant. Le bouclier est donc la première chose à se retrouver à l'endroit souhaité, lui permettant de bloquer un coup porté bien plus loin et surtout bien plus facilement. Je vais maintenant vous parler de l'expertise, parce que maintenant que Valère rejoint l'équipe, on a un joueur qui a une expertise supérieure ou égale à 10. Alors, deux choses concernant cette mécanique de règle. L'expertise donne un bonus de 1 à 10 au test d'attaque ou de défense utilisant le type d'arme correspondant. Ça veut donc dire que Valère a un bonus de 12 à ses tests à la lance? Non, c'est pas ça. Lorsque l'expertise dépasse 10, le personnage joueur peut utiliser bien plus efficacement l'arme en question. Il a alors deux possibilités, ou avoir un bonus de 10 à son test, ou alors, attention, c'est technique, un bonus égal au chiffre rouge en dégâts et un bonus à son test égal au chiffre noir. Dans le cas de Valère, il a une expertise en arme de lancer à deux mains de 12. Donc s'il utilise ce type d'arme, basiquement les lances, il peut choisir entre avoir un bonus de 10 à son test ou un bonus de 2 à son test et de 1 aux dégâts. S'il avait 38, il aurait donc le choix entre un bonus de 10 à son test ou un bonus de 8 à son test et de 3 aux dégâts. Les gemmes magiques. Ce sont des objets mis au point par la famille marchande Lodaren. Il s'agit de puissances élémentaires ou astrales cristallisées. La famille marchande, vous comprendrez plus tard de quoi il s'agit. Au fil des lives, ça devrait arriver dans les épisodes 14 ou 15, je crois. Par force de volonté, les peuples intelligents peuvent briser la coque cristalline de la gemme afin de conjurer l'essence magique qui se trouve à l'intérieur de la gemme, donc correspondant à son degré de qualité, ainsi que l'élément dans lequel il a été forgé. Ainsi, les joueurs peuvent recourir à des éléments qu'ils ne maîtrisent pas, en conjurant par exemple des flammes directement depuis une gemme de feu, mais par contre, ils n'auront aucun contrôle sur ces dernières, c'est-à-dire qu'ils les auront massées, ils pourront s'en servir une fois, et ensuite ils ne pourront plus rien en faire, et ils s'en serviront de manière un peu chaotique, on va dire. En revanche, un joueur qui maîtrise des sortilèges correspondant à l'élément de la gemme peut utiliser la puissance de la gemme comme substitut à ses propres points d'esprit. Enfin, les pouvoirs spéciaux, et alors là, c'est spécial parce que ça dépend de la classe du personnage, et des fois même aussi du peuple du personnage. Pour Alux, il s'agit des points de pouvoir qu'il cumule à chaque fois qu'il réussit un sort. Lorsque ces points arrivent au maximum, les effets chiffrés de tous ces sorts sont augmentés de 1. Ces points peuvent être utilisés à la place de points d'esprit lorsqu'ils sont au maximum. Yago gagne en hargne à chaque fois qu'il inflige des dégâts ou qu'il subit des dégâts. Cette hargne lui permet de recourir donc aux talents spéciaux du maraudeur, ou, lorsqu'elle atteint son maximum, à attaquer 2 fois de suite la même cible en mêlée. Runa, en tant que guerrière, peut basculer entre différentes postures du combattant. La posture est déterminée par les armes que Runa est en train d'utiliser. Cette posture elle-même détermine les talents que Runa est en droit d'utiliser. La posture du mur requiert l'utilisation d'un bouclier, lui donne un bonus de 5 pour bloquer les attaques et lui permet d'utiliser le mur de fer. La posture du boucher implique que Runa utilise une arme légère par main, et dans cette posture, elle n'a pas de malus à utiliser 2 armes en même temps. Normalement, un malus de 15 pour tous les personnages qui essaient d'utiliser une arme par main mais qui n'en ont pas la compétence, donc ne sont pas ambidextres, et lui permet aussi de tenter d'empaler ses cibles directement pour les éliminer. La posture du prédateur, lorsque Runa manie une arme à 2 mains, lui permet de placer des attaques plus lourdes ou plus amples, comme l'attaque montante par exemple. Dans cette posture, les tests d'attaque de Runa sont critiques à 8 ou moins. Je vous disais que le talent de niveau 2 de Runa dépendait de ses postures, il est temps maintenant que je vous explique. Moineau gris a des effets différents en fonction de s'il est utilisé en posture du boucher ou du prédateur. La technique consiste en une charge, au cours de laquelle le personnage lâche son arme afin de créer un effet de surprise lorsqu'il attaque, l'attention de sa cible étant accaparée par l'arme abandonnée. En posture du boucher, la cible est légèrement distraite, baissant sa garde, permettant à Runa de placer une frappe plus efficace et plus dangereuse, infligeant les dégâts de l'arme restante avec un bonus de 3. En posture du prédateur, elle lâche sa seule arme, ce qui distrait beaucoup la cible. Runa lui assène alors un coup de poing au visage à pleine vitesse et de toutes ses forces. Dans ce cas, la cible va subir pour l'instant 5 points de dégâts physiques. Ces dégâts varieront en fonction de plein de paramètres, comme par exemple la montée en niveau du personnage, sa constitution ou même le matériau dans lequel est fait l'armure qu'elle porte au niveau des mains. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le moineau gris requiert 2 points d'esprit à l'exécution. Valère, enfin, concentre sa foi à mesure qu'il recourt à la magie de lumière. Il gagne des points de zèle à chaque fois qu'il réussit certains de ses sorts. Il démarre chaque session avec 1 point de zèle, tandis que Yago et Alux commencent avec leurs ressources à 0. Consommer 3 points de zèle lui permet d'invoquer le zèle de la lumière, faisant tomber un éclair doré sur une cible pour l'éliminer. Attention, ça ne fonctionne qu'en extérieur par contre. Ou le zèle du jour lui permettant de refermer toutes les blessures d'un personnage mourant. Normalement, j'ai rien oublié d'important, en tout cas pas pour les épisodes à venir. S'il y a d'autres éléments de règles imprécis ou qui vous ont posé problème en épisode comme en live, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat lors des lives justement, ou en commentaire des épisodes. En fonction, on y répondra en commentaire, on vous proposera une nouvelle vidéo pour compléter celle-ci par exemple. Encore une fois, je vous encourage à liker la vidéo si elle vous a plu, la partager, vous abonner et activer la cloche, à nous suivre de partout si notre travail vous plaît. Encore une fois, un grand merci aux plus de 100 abonnés et followers que vous êtes. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour l'épisode 11 et à très bientôt en stream. Ciao, merci de m'avoir écouté.